Bonjour et bienvenue dans 15 minutes pour parler d'Europe. La France préside le Conseil de l'Union européenne pour 6 mois. À cette occasion, la délégation des barreaux de France et Lefebvre d'Alloz s'associe pour vous proposer ce podcast, dont la vocation est de sensibiliser sur les travaux et les actions conduites dans le domaine de la justice au plan européen. Aujourd'hui, pour nous parler d'Europe, Laurent Petiti reçoit Sandrine Gaudin. L'entretien qu'elle nous a consacré se décline en 3 podcasts successifs. Le 3e et dernier volet est consacré à Solvit, à la formation judiciaire européenne et au temps fort vécu par Sandrine Gaudin à la tête du SGAE. Précisons que les propos de Sandrine Gaudin ont été recueillis avant le début de la guerre en Ukraine. Sandrine Gaudin, bonjour. Bonjour Laurent. Pouvez-vous nous parler du réseau appelé Solvit et quel est le rôle particulier du SGAE ? Alors le réseau Solvit, c'est extrêmement intéressant puisque c'est un réseau de centres d'information ou d'administration dans l'Union européenne qui vise à répondre à des questions pratiques de mise en œuvre de réglementation européenne liées au marché intérieur. Ça peut concerner le droit des personnes, ça peut concerner le droit des entreprises, ça peut concerner toute une série de domaines liés à la mise en œuvre du droit, et le secrétariat général des affaires européennes et le centre Solvit pour la France. À ce titre, nous examinons environ 700 cas par an, 700 demandes, qui sont de nature diverse et de difficultés diverses. Il y a beaucoup de questions liées, par exemple, à la coordination des régimes de sécurité sociale, parce que des Français peuvent avoir travaillé au Portugal, prendre leur retraite à Malte, revenir en France après. Bref, les questions de mobilité et le droit à la mobilité engendrent finalement parfois des difficultés juridiques, notamment au moment de la retraite, mais pas seulement. Et donc, nous arrivons à résoudre à l'amiable, ces difficultés pratiques en apportant des informations sur le cadre juridique, si la personne ne le connaît pas exactement, parfois en faisant office de médiation, parfois entre la Commission européenne ou des institutions nationales et la personne qui est demanderesse. Et donc, nous arrivons à résoudre environ, c'était notre statistique de l'année dernière, 93% des cas. C'est un instrument qui, je trouve, est assez méconnu et pas assez sollicité. Alors, c'est une concurrence faite aux avocats et sans doute aux conseillers juridiques. Et au conseil juridique, on n'a pas la prétention de remplacer ce type de service. Mais en tout cas, on peut apporter notre connaissance de l'enchevêtrement des règles liées au marché intérieur. Et surtout, on connaît bien, par définition, nos contacts Solvit dans les États membres. Donc, lorsque un Français qui vit au Portugal et qui nous pose des questions sur des questions de sécurité sociale et de mise en œuvre de régime de retraite, par exemple, entre la France et le Portugal, on contacte aussitôt le centre Solvit à Lisbonne. On est aussitôt en contact avec des personnes qui comprennent bien le problème de leur côté. Bref, ce petit réseau se parle en permanence. Il va fêter ses 30 ans cette année. C'est un bel âge et je trouve que c'est quelque chose qui marche bien, qui est sans doute sous-exploité, peu connu. Moi, j'en fais la publicité à chaque fois que je le peux. Et encore une fois, nous traitons de questions de particuliers comme nous traitons de questions d'entreprise. Et il n'y a que des cas très très complexes ou des cas qui nécessitent justement une expertise juridique plus lourde ou des contentieux très lourds, etc., que nous ne pouvons pas évidemment résoudre. Mais en tout cas, à faire connaître et à connaître pour résoudre des petites difficultés liées à finalement notre cohabitation dans cet espace européen dans lequel les règles sont théoriquement harmonisées, simples et accessibles à tous, mais en fait en pratique pas toujours. Comment mieux former les avocats et les magistrats au droit de l'Union européenne ? Alors là, ça dépasse un peu quand même ma compétence. J'ai beau avoir 2 casquettes, mais là, elles ne suffisent pas à répondre convenablement à la question. Comment mieux les former ? Moi, je trouve que ça rejoint la formation initiale dans les universités, les écoles. Il faut absolument que les questions européennes ne soient pas traitées juste comme une option ou comme un thème qu'on met juste pour faire joli, pour avoir une connotation je dirais, un peu internationale. Souvent, c'est un peu mélangé, d'ailleurs, l'international et l'européen. En fait, l'Europe, elle est partout. Elle est dans le droit de la consommation, elle est dans le droit des faillites, elle est dans beaucoup de règles, dans le droit de l'environnement. Donc,
l'Europe est partout. Mais il faut aussi quand même, au-delà de l'apprentissage de chaque domaine et de chaque secteur, il faut aussi avoir ce vernis, cette capacité à comprendre comment ça marche, parce que ça marche pas de la même manière que la fabrication de la loi en France. Donc, comment mieux former ? Je dirais continuer à faire des efforts pour que dans les programmes, encore une fois, des écoles et des universités, la dimension soit bien prise en compte. Moi, je dirais que les stages aussi. Faire en sorte que chaque étudiant dans un domaine juridique puisse se confronter à une réalité, soit dans une administration en charge de l'Europe, soit au SGAE, soit à la RP à Bruxelles, soit dans les institutions. C'est absolument vital. En plus, l'Union européenne, c'est une construction de droit. Donc, j'allais dire, elle est facilement compréhensible pour les juristes. Elle est spontanément compréhensible pour les juristes. Il y a des traités, comme une constitution. Il y a des institutions, certes, qui ne sont pas comme un État, mais il y a quand même beaucoup de choses qui permettent à un juriste de comprendre assez vite comment ça peut fonctionner. Après, il y a la multitude des politiques, où là, on peut se perdre. Mais je dirais que les stages constituent, à mon avis, des bonnes entrées en matière, en tout cas pour donner envie d'y revenir, peut-être dans un souci de spécialisation. Je ne vois pas aujourd'hui comment un expert de la chose juridique, qu'il soit magistrat ou avocat ou dans une profession du droit, quelle qu'elle soit, qui puisse passer à côté. Qui puisse passer à côté de la dimension européenne, soit de son secteur, soit de manière générale de son univers, ne serait-ce que parce qu'il y a des voies de recours qui sont possibles, parce qu'il y a un ordre juridique avec une cour de justice, et que donc tout le monde doit comprendre dans ce genre de milieu professionnel dans quoi il évolue. Je pense que là-dessus, qu'on a fait des progrès. Après, là aussi, c'est un effort permanent. C'est un effort permanent que de maintenir cet intérêt pour les questions européennes, qui peuvent paraître un peu foisonnantes, un peu complexes, qui relèvent un peu parfois de logique d'expertise, etc. Moi, si c'était que moi, j'imposerais en première année une immersion complète dans ces sujets avant de se spécialiser dans autre chose, mais au moins tout le monde aurait je dirais le bagage de base sur le sujet avant d'envisager une spécialisation. Les stages, moi j'accueille énormément de stagiaires au SGAE. On est en général 190, 200 en permanence. Il y a 30 stagiaires en permanence au SGAE qui viennent des grandes écoles, mais aussi des facs, de Sciences Po, qui viennent prendre pendant 3 mois, qui viennent un peu sentir l'odeur et le parfum de l'Europe ici, dans la vraie vie, si j'ose dire. C'est ça qu'il faut continuer à faire. Alors, une ultime question. Vous occupez ce poste depuis près de 5 années. Quels ont été les moments les plus marquants depuis votre prise de fonction ? Alors, ça me fait bizarre qu'on parle des 5 années, parce que ça fait très long quand on voit les choses comme ça. Or, ça passe très très vite. Moi, je dirais rapidement trois moments, un peu dans l'ordre chronologique. Le Brexit, parce que c'est une négociation inédite de sortie d'un État membre de la construction communautaire. Donc, comment on arrache un bras à un corps constitué sans déchirer tout le corps et sans faire de dégâts. Parce que c'est ça qu'on a fait. On a bien réussi l'opération sortie, on n'a pas bien réussi l'opération reconstruction d'une relation harmonieuse avec le Royaume-Uni. Mais ça a beaucoup marqué mes premières années ici, parce que c'était, encore une fois, on l'avait jamais fait. Le deuxième moment, c'était un moment plus difficile, même si le départ d'un État membre est quand même un moment difficile, c'est le moment de la crise sanitaire, le début de la crise sanitaire, janvier, février, mars 2020, parce que là, l'Europe, elle a beaucoup tangué quand même. Moi, j'avais vécu d'autres moments de crise financière, crise économique, il y a quelques années. Mais là, l'Europe, quand vous voyez chaque État membre se replier sur lui-même, fermer ses frontières sans aucune coordination, prendre des mesures de sauvegarde sans aucune préoccupation du marché intérieur, parce qu'il faut protéger sa population avant tout. Et donc, c'est tout à fait légitime. Mais quand même, vous vous dites, là, le projet européen est en train de prendre un sacré coup sur la tête.
et de fait, il a pris un sacré coup sur la tête, avant de se redresser de façon très très vigoureuse, pour montrer qu'il était toujours là, en organisant cette mutualisation des moyens de recherche pour trouver le vaccin 6 mois après, ce qui était quand même assez extraordinaire, en s'organisant de façon à ce que certes les frontières sont fermées, les flux de personnes interrompus, les moyens de transport complètement à l'arrêt, mais en organisant des files pour les transporteurs de marchandises pour qu'on puisse continuer à être approvisionnés, parce que dans un marché intérieur, on est tous dépendants des uns des autres, en réagissant. Et donc, après peut-être 2 mois, 3 mois de déstabilisation, un ressaisissement que j'ai trouvé assez incroyable et que j'étais assez heureuse de vivre, en fait. Et puis, c'est la présidence française, évidemment. Là, ça sera un souvenir impérissable, puisqu'on ne l'a que tous les 13 ans, donc là je crois que c'est ma dernière présidence, parce que la présidence française c'est 6 mois qui vont aller très vite, qui vont déjà très vite, non pas parce qu'on a le pilotage, c'est faux de dire qu'on prend les manettes et qu'on pilote tout seul le bolide, non, on prend une responsabilité au contraire très forte, et ça rend modeste, parce que ces 250 législations qu'on a à piloter, on fait pas trop les malins parce que c'est pas facile. Il faut trouver des consensus, des accords sur tous ces textes, et on sait très bien qu'on n'y arrivera pas à les mener à bien tous. Donc ça veut dire, ça va faire des priorités, ça veut dire garder une forme de modestie. C'est sans compter aussi les crises qu'on peut avoir à gérer, qui sont pas forcément annoncées ou qui sont là et qui sont extrêmement lourdes, comme la crise géopolitique du moment. Donc c'est quand même assez intéressant, assez excitant. Ça fait 2 ans qu'on s'y prépare. Et donc ça marquera beaucoup, évidemment, ma mémoire au SGAE. Et je suis assez confiante. Pour l'instant, tout se passe bien. Tout n'est pas fini. Et la mobilisation des administrations, enfin de tout l'écosystème, comme on dit aujourd'hui, est plutôt très forte, très positive et très efficace. Donc ça restera mes grands moments, mais en fait il y a aussi des petits moments, mais on n'a pas le temps d'en parler, mais il y a aussi parfois des petites satisfactions, des dossiers qu'on a vus aboutir alors qu'on pensait jamais les voir aboutir, des petites choses de la vie d'une boutique comme le SGAE où il se passe toujours des choses intéressantes, le fait d'avoir aussi depuis 2 ans vécu un moment compliqué au niveau humain, parce que c'est compliqué le télétravail, garder la cohésion, ça c'est pour toute organisation. Donc des moments forts aussi, parce qu'il n'a pas toujours été facile de bien travailler pendant toutes ces périodes difficiles, mais on a fait du mieux que possible. Donc voilà, des grands moments, des plus petits moments, mais en tout cas une belle expérience dans une belle maison. Sandrine Gaudin, je vous remercie. Merci à vous. 15 minutes pour parler d'Europe, c'est fini pour aujourd'hui. Avec ce podcast inédit, nous espérons susciter le réflexe européen. Nous espérons donc vous retrouver, plus nombreux encore, au prochain épisode. À bientôt.